Vincent. Bonjour Antoine. Ça fait maintenant plus de 8 mois que les conséquences fiscales de la crise sanitaire sont au cœur des discussions des fiscalistes, et plus encore en cette fin d'année parce que les atterrissages et les ajustements prix de transfert se profilent, et on sent bien qu'il y a une attente énorme de la part des entreprises sur ce point. Alors peut-être que le mieux pour y réfléchir, c'est de commencer par se référer à notre Bible, les principes OCDE. Effectivement, parce que par nature, les méthodes des prix de transfert attribuent aux entités routinières un profit normalisé pour leur garantir une marge bénéficiaire de pleine concurrence. En d'autres termes, ces entités ne sont pas supposées réaliser des pertes, y compris le cas échéant dans des circonstances aussi particulières. Oui, mais dans le même temps, l'OCDE nous invite aussi à nous interroger sur la pertinence du maintien de ce principe en regardant la situation d'entreprises indépendantes qui seraient placées dans des situations comparables. Oui, c'est clair, et une telle entreprise serait certainement amenée à faire des pertes, et donc pourquoi pas un distributeur, y compris à risque limité. Je pense qu'il est donc légitime de se demander pourquoi, en vertu du principe de pleine concurrence, justement pourquoi un tel distributeur ne pourrait pas faire de pertes. Évidemment, et pour faire ça, il faudrait que la marge de référence laissée aux routiniers prenne en compte l'année 2020. Or, on le sait, les études de comparables qui sont utilisées par les groupes sont basées sur des données qui sont triannuelles. Donc les plus récentes, c'est au mieux 2019. Évidemment, ça ne reflètera pas cette situation. On peut évidemment se référer aux études existantes qui ont déjà été réalisées et positionner notre entité dans l'intervalle, mais aussi on peut procéder à des ajustements sur les études de comparables elles-mêmes, c'est-à-dire essayer de recalculer sur la base de l'échantillon de sociétés comparables quels auraient été au fond leurs résultats, leur profitabilité, si on appliquait un impact lié au Covid sur les exercices antérieurs. Bon, c'est un exercice qui est pas simple à faire, mais qui, dans son principe, pourrait être envisagé. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je me dis qu'il y a toujours un biais dans la réalisation de ces ajustements, et l'expérience prouve qu'ils sont quand même très souvent remis en cause par les administrations fiscales, l'administration française la première. Alors, pour éviter de réaliser des ajustements qui seraient somme toute critiquables, est-ce qu'on ne pourrait pas conserver l'étude en l'état et fixer une rémunération pour le routinier qui serait, par exemple, par référence au taux le plus bas? Pourquoi pas le premier quartile? C'est sûr que ce serait une approche qui est à la fois plus simple et plus lisible, et puis qui a le mérite aussi d'être en ligne avec les recommandations de l'OCDE, dans la mesure où, a priori, en tout cas, même si on a l'habitude de se référer à la médiane, tous les points de l'intervalle peuvent servir de référence pour le résultat de pleine concurrence. Dans ce cadre-là, les circonstances économiques de 2020 devrait être un bon début de justification pour se caler sur le bas de la fourchette. Mais il y a quand même un inconvénient, c'est que le changement de positionnement au sein du range pourrait faire l'objet de questions de l'administration pour les exercices futurs. Oui, c'est sûr, on peut pas écarter ce risque, mais il faut tout de même le nuancer, me semble-t-il, parce que, encore une fois, les circonstances sont tout à fait particulières et qu'on reste dans les normes habituelles. J'ajouterais que l'OCDE et certaines autorités fiscales ont laissé entendre qu'elles auraient une vision relativement souple de ces situations, ce qui laisse entendre, bien entendu, que on pourrait pratiquer de manière un peu moins stricte que d'ordinaire. Reste à voir si cela sera vérifié dans les 2 ou 3 ans lorsque les autorités procéderont au contrôle de l'année. Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'entendais des discussions à l'OCDE qui envisageaient de naviguer, disons, librement dans un intervalle de pleine concurrence, en choisissant un point qui serait entre la médiane et le premier quartile, voire même en dessous du premier quartile en utilisant la totalité de la fenêtre de l'intervalle. Alors la proposition consistant à conserver la politique existante et à se placer au premier quartile, elle est simple. Mais il y aura aussi nécessairement des ajustements de fin d'année extrêmement significatifs à prévoir et des conséquences à envisager en matière de droits de douane, par exemple. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, le maintien de la politique de prix de transfert permet très certainement de limiter les risques de contestation des autorités fiscales. Et dès lors que la marge des routiniers, dès lors qu'une marge lui est garantie, le risque semble relativement modéré et pouvoir être pris, en tout cas au cas par cas, sous réserve de la situation spécifique considérée. Évidemment. Et cette approche risquerait quand même de mettre l'entrepreneur dans une situation potentiellement très difficile, puisque ce sera lui qui supportera le poids des pertes vis-à-vis de l'ensemble de ses filiales.
titre d'alternative, on pourrait ne pas exclure que les filiales puissent participer aux pertes. Et en particulier, si on considère que certains coûts engagés par les filiales dans le cadre de cette crise sont des coûts de nature exceptionnelle qui n'ont pas nécessairement à être pris en compte dans le référentiel de profitabilité qu'on apprécie. Dans ce cas-là, il faudrait réaliser une analyse fine des coûts supportés par la filiale pendant 2020 pour isoler les coûts exceptionnels en raison des circonstances économiques particulières de la période. C'est une idée. Si effectivement on pouvait catégoriser ces coûts de nature exceptionnelle, ils ne rentreraient plus dans le calcul du résultat d'exploitation, et ce qui permettrait éventuellement de se positionner sans grand changement par rapport à la situation antérieure. Alors si on suit cette logique, alors il y aurait une première étape qui serait de constituer le résultat opérationnel de pleine concurrence de la manière habituelle via une étude de comparable avec les adaptations qu'on a discutées plus haut. Et ensuite, on déterminerait un résultat exceptionnel qui serait ajusté selon des coûts qu'on considérerait liés aux circonstances économiques particulières. Les pertes, elles pourraient être réparties effectivement dans une certaine mesure entre les entrepreneurs et les routiniers sur ce fondement. Ça aurait également le mérite de réduire assez drastiquement les ajustements de fin d'année et aussi de limiter les conséquences douanières. Il ne faut pas oublier non plus que ça représenterait une charge de travail très importante pour les entreprises, parce qu'il s'agirait de retracer dans les comptes ces différentes charges, ce qui serait loin d'être négligeable. Cela étant, l'année 2020 étant ce qu'elle est, il me paraît assez clair qu'il va y avoir de toute façon des efforts importants de documentation, quelles que soient les options retenues, pour les entreprises et pour aussi justifier les choix qu'elles auront faits, soit du côté du routinier en cas de baisse de sa profitabilité, soit du côté de l'entrepreneur au cas où il aurait été amené à prendre en charge une partie des pertes associées à cette année. En tout état de cause, il faut garder en tête que même si cette approche elle est en ligne avec les principes OCDE, elle sort clairement du cadre classique de l'application des méthodes de prix de transfert. Et à ce titre, elle est tout à fait susceptible d'être mise en cause par les administrations fiscales des états de résidence des entités routinières. On a souvent vu effectivement des autorités qui allaient réagir parce que justement le niveau de profitabilité de l'entreprise de routine a été diminué. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier les autorités du côté de l'entrepreneur qui pourraient aussi vouloir argumenter le fait qu'une partie des pertes que le entrepreneur aurait pris en charge aurait dû finalement rester au niveau de l'entreprise, de l'entreprise locale, on va dire. De toute façon, encore une fois, je pense que ça supposera un effort de documentation au cas par cas pour pouvoir s'expliquer aussi bien du côté du distributeur que du côté de l'entrepreneur. C'est maintenant acquis, la crise sanitaire aura des conséquences significatives sur les résultats et sur l'organisation des groupes qui peuvent impacter assez fortement les modalités de facturation des services intragroupes. Traditionnellement, les services intragroupes sont facturés sur la méthode du cost plus, et la première chose sur laquelle on doit s'interroger dans ce cadre, c'est la base des coûts qui sert à la refacturation. À cet égard, il y a évidemment une situation extrêmement particulière cette année. C'est la façon dont on traite notamment les aides qui ont pu être accordées aux entreprises en réduction de leurs coûts salariaux, en particulier à travers des aides au chômage partiel, et la manière dont ces aides vont être répercutées ou pas à l'entrepreneur. La philosophie des autorités est plutôt d'aider, d'avoir consenti ces aides pour des raisons de soutien local. Et dans le cadre de l'application d'une politique de profit garanti à la filiale, le résultat, c'est que ces aides sont transférées à l'entrepreneur si je refacture une base de coûts qui est nette de ces aides. Second point qu'il faut évidemment garder en tête, c'est l'identification des bénéficiaires réels des services. Parce que dans le contexte actuel, il est très important d'analyser si les services ont été effectivement réalisés et si les bénéficiaires ont bien utilisé les services. À défaut, il faudra évidemment revoir la base de coûts et la retravailler pour exclure les coûts qui n'ont pas spécifiquement été engagés pour rendre un service. Un autre point qui va rendre
délicate l'application de ces refacturations cette année, ce sont aussi les clés d'allocation sur la base desquelles elles sont très traditionnellement réalisées à travers par exemple le chiffre d'affaires, dans la mesure où on a pu observer dans un groupe des variations très significatives, d'ailleurs éventuellement différentes d'un marché à l'autre, et qui vont impacter la part supportée par telle ou telle filiale à la hausse si relativement, elle a maintenu relativement son chiffre d'affaires, voire elle l'a augmenté dans le total, ou à la baisse si inversement son chiffre d'affaires a été drastiquement réduit. De ce point de vue, je suis pas sûr que la jurisprudence Philips qui avait tranché ce point en matière de crédit à impôt recherche soit directement transposable, dans la mesure où le crédit à impôt recherche a une vocation spécifique pour attirer une activité en France, et donc il est assez logique qu'on veuille répercuter ces avantages dans le prix qui est refacturé, alors que là il me semble qu'on a une situation extrêmement différente, d'une aide ponctuelle très locale pour maintenir et supporter l'emploi local, et je ne suis pas certain que les autorités voient d'un bon œil le fait que ces aides puissent finalement être répercutées à l'entrepreneur, par exemple. Et là encore, on voit bien que le contexte change assez structurellement la donne en matière de refacturation des services et donc de répartition des profits au sein du groupe. Il pourrait sembler presque concevable d'avoir des prestataires de services routiniers qui seraient en situation de perte, à l'instar des distributeurs. Au regard des standards internationaux, les deux approches, maintenir le niveau de profit routinier et faire participer les entreprises aux pertes, ont leur mérite. Au moment de choisir, les groupes devront nécessairement adopter une approche multicritère. Il faudra aussi tenir compte de la position du groupe dans son ensemble, qui peut d'ailleurs varier selon les géographies au sein d'un même groupe ou selon les secteurs d'activité. La sensibilité au risque devra également être prise en compte, à savoir est-ce que je préfère centraliser mon risque au niveau de l'entrepreneur et laisser mes filiales à leur niveau d'activité normal, ou bien au contraire est-ce que je souhaite disperser ce risque au niveau des différentes filiales. D'autres objectifs doivent être pris en compte également pour les groupes en termes de stratégie. Ce sont des sujets sur les remontées de cash ou bien la volonté plus ou moins immédiate de vouloir centraliser les risques, ou au contraire le fait d'exercer sous un modèle un peu plus décentralisé. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toutes ces difficultés, les autorités auront elles-mêmes à gérer leurs propres antagonismes, parce que si elles veulent se montrer très strictes à l'égard des filiales en défendant absolument la profitabilité d'un routinier sur leur territoire, ce sera au fond quelque part au détriment aussi des entrepreneurs sur leur territoire, vis-à-vis desquels, par cohérence, elles devraient imposer des règles, ou en tout cas leur accorder des règles qui soient symétriques de celles qu'elles auront imposées aux distributeurs routiniers. Bon, en somme, il n'y a pas d'approche one size fits all. Et en attendant que l'OCDE se prononce sur ces questions, ce qu'elle devrait faire d'ici la fin de l'année, il va falloir faire preuve non seulement de prudence, mais aussi très clairement de pragmatisme, tout en gardant à l'esprit que les administrations fiscales sont par nature opportunistes. Et donc il faut s'attendre à une recrudescence à la fois de procédures amiables et de contentieux. Donc on attend évidemment un cadre commun de discussion qui serait à fournir par l'OCDE et qui pourrait guider les entreprises et puis les administrations fiscales vers ce chemin. Et en tout état de cause, on ne peut que recommander aux entreprises de bénéficier d'une documentation solide qui justifierait les choix qui ont été réalisés.